Madame Bellil, bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va bien vous-même? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de développement économique. Oui. J'aimerais vous entendre. En fait, on est dans le secteur Elmer ici. Moi, je trouve que c'est le plus beau secteur de Gatineau. Oui, oui. Moi, si je suis comme une mère, je peux pas choisir Je peux pas entre mes choisir. enfants. Ah non, c'est bien certain. C'est bien certain. Alors, parlez-moi de ça un petit peu. En fait, je vous dirais, moi, je suis très impressionnée par la beauté, la revitalisation, l'engagement des entrepreneurs à Elmer. Je trouve que l'APICA fait un job extraordinaire. Merci. Je trouve qu'on est très chanceux de pouvoir compter sur des associations commerciales comme la vôtre, parce que quand on est une ville, ça va, on se préoccupe de notre développement économique, mais d'avoir des gens sur le terrain qui sont des yeux et des oreilles de ce qui se passe, avec qui on est capable d'avoir des échanges pour s'améliorer, développer, travailler ensemble, c'est ce qu'on veut. J'aimerais entendre la mairesse sur le développement commercial. Je pense que le développement commercial, c'est un fichu beau défi auquel on doit s'attaquer comme ville. On doit faire ça avec vous, les associations commerciales. Je pense qu'il est temps à Gatineau de réfléchir ou de se redéfinir en développement économique. Moi, j'ai l'intention pour le reste de mon mandat d'y accorder peut-être un œil un petit peu plus proche. Je pense que la ville de Gatineau, elle doit avoir une vision de son territoire dans son développement. Soutenir les associations commerciales, puis être capable de mieux définir quel est le rôle de la ville versus les associations commerciales, mais comment elle va développer sa vision dans la ville pour que vous sachiez sur quel pied danser, puis comment on est capable d'être complémentaires. Et ça, je pense qu'on a des choses à clarifier ensemble. Je pense aussi que toute la structure du développement économique est à redéfinir et à réfléchir à Gatineau. J'aimerais qu'on soit plus agressif pour attirer de nouvelles entreprises, qu'on trouve des façons innovantes aussi de garder celles qui sont déjà là. Vous le savez plus que moi, on se retrouve avec des entreprises qui, à cause de la pandémie, ont vécu des moments difficiles, qui, là, sur le plan économique, continuent à avoir des moments difficiles. Alors, comment on est capable de mieux travailler ensemble pour pas que le tissu actuel s'effrite, mais qu'on continue aussi de le développer? J'aime beaucoup ce que j'entends. On va travailler ensemble, c'est ce qu'on veut. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, pour la capsule, j'avais le goût de vous parler de gestion du temps et des priorités. C'est souvent des sujets que mes clients amènent en coaching et je fais souvent remarquer le fait qu'on ne peut pas vraiment gérer le temps. Le temps, c'est fixe. Il y a 7 heures dans une journée ou 8 heures ou 24 heures, peu importe. Donc, on ne peut pas jongler avec le temps. Le temps, c'est de l'espace. Alors, la gestion de temps, c'est plus la gestion de soi. Alors, comment moi, je m'habilite au quotidien pour m'assurer que ce que je mets dans l'espace est réaliste? Quand on est entrepreneur, on est souvent optimiste, passionné, on a hâte d'arriver au résultat et on sous-estime souvent les détails, les étapes que prennent les choses pour avancer, pour évoluer. Et on est souvent irréaliste dans ce qui est faisable de faire dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois ou même dans une année. Alors, et je fais aussi un lien avec la gestion des priorités parce que souvent, les priorités versus les objectifs. On a des objectifs, mais ils ne sont pas souvent des priorités. Donc, souvent, il y a un manque de clarté autour de qu'est-ce qui est vraiment prioritaire et comment moi je gère mes priorités dans ma journée. Et souvent, ce n'est pas clair ce qui est prioritaire, donc on a de la difficulté à communiquer ça aussi aux employés et on s'attend à ce que les choses se fassent. On n'a pas de calendrier précis, on n'a pas d'étapes précises. Donc, je reviens toujours à c'est qui fait le quoi et c'est le qui gère l'espace, le temps. J'amène souvent l'exemple quand je donne la formation et même en coaching que imaginez-vous dans un salon et il y a de l'espace pour un sofa, 2 chaises, une table, 2 lampes et ça circule
on se sent bien dans la pièce. Mais si je veux rentrer 15 sofas, 20 tables, 10 lampes, ça ne marche plus. On ne se sent pas bien, on a juste le goût de s'en aller. Souvent, les gens sont irréalistes face à la quantité de choses qui peuvent rentrer dans l'espace qu'ils ont dans la journée. Pourquoi? Parce que la fameuse gestion des interruptions. Il y a full interruptions dans une journée et c'est ça qui prend souvent tout notre temps, qui gruge l'espace dans notre quotidien et on s'était mis une liste de 5 ou 10 ou peu importe. C'est rarement 1 ou 2, 3 choses qu'on va se donner par jour. On va s'en donner beaucoup plus et quand on est constamment interrompu, on a vraiment un sentiment à un moment donné d'être inadéquat, d'être toujours en rattrapage, de toujours être en retard. C'est pour ça qu'on va travailler le soir, les fins de semaine, parce qu'au départ, ce qu'on avait mis dans l'espace que l'on avait était irréaliste et on a l'impression avec le temps on va manquer d'estime de soi, puis on va douter de soi parce qu'on a l'impression d'être incompétent. Et tout le temps, c'était notre capacité à gérer l'espace, d'être réaliste face à ce qui va rentrer dans l'espace, puis de comptabiliser en moyenne le temps d'interruption qu'on peut avoir dans une journée, dans une semaine. Vous allez rester surpris si vous faites l'exercice de réaliser qu'il vous reste peut-être 2-3 heures dans une journée pour accomplir vraiment vos priorités, vos dossiers. Donc, ça revient à la gestion de soi, ça revient à sa capacité de bien identifier le temps en principe que nos tâches vont prendre et de bien cibler quelles sont nos priorités. Si nos priorités sont réelles, elles vont devenir prioritaires. Alors, elles se doivent d'être à vos agendas à tous les jours ou à toutes les semaines, d'avoir des échéanciers clairs, peut-être les morceler en étapes. Mais tout ça pour dire que ça ne se fait pas par magie, ça demande des prises de conscience, ça demande de faire un peu comme une analyse, un constat de quelles sont nos habitudes face à nos priorités. Est-ce qu'on fait une distinction entre nos objectifs et nos priorités? Est-ce que je suis réaliste dans mes demandes? Est-ce que j'ai vraiment analysé le temps que prend les choses? Et est-ce que je me donne un système pour bien gérer les interruptions dans mon quotidien pour être en mesure justement de me sentir adéquat? Et ça a l'air curieux à dire, mais moins on en cible, plus on est efficace et plus on en fait. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion. Je vous souhaite que ça a été inspirant et éclairant aujourd'hui et je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine. Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour. Jean-Sébastien, tu as fondé une entreprise qui s'appelle Intelloom. Oui. Qui est sur le chemin Ping. Oui. Ça fait des années que je passe à côté puis que je me demande ce que c'est. Puis soudainement, tu es apparu. Alors, Jean-Sébastien, parle-moi de toi en premier, puis on parlera du produit que tu as développé après. Bien, en fait, je suis ingénieur en logiciel de formation. J'ai travaillé dans le domaine du logiciel dans le but... mon but à moi, c'était pas de programmer. Mon but, c'était de trouver des solutions logicielles, pratiques pour des gens. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est de trouver des solutions d'affaires, des solutions pour gérer l'information. Okay? Mais dans le domaine du logiciel, bien, j'ai réalisé assez rapidement qu'il y avait beaucoup de problèmes de gestion de projet, de livraison, etc. Je pense que c'est pas nouveau, tout le monde est au courant de ces problèmes-là. Là. On peut en citer juste en tapant rapidement dans Google et en trouver à peu près 70 000. Donc, l'idée, c'est que je me suis intéressé rapidement à la gestion de projet, à régler des problèmes dans le domaine du logiciel. Et je suis allé faire une maîtrise en administration dans le but de faire de la gestion de projet dans le domaine du logiciel. Donc, lors de ma maîtrise, j'ai pris des cours de gestion de projet et j'ai découvert à ce moment-là un professeur, M. Christian Navarre, qui nous a montré les méthodes traditionnelles de la gestion de projet. Et ensuite, il nous a donné un deuxième cours qui appelait le deuxième paradigme de la gestion de projet. Ce deuxième cours-là, en fait, nous disait qu'est-ce qui ne marche pas dans les méthodes traditionnelles et qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans certains projets qui, eux, ils étaient hors normes parce que, dans le fond, ils réussissaient. C'est un peu paradoxal là, de dire que tu es hors norme quand tu réussis, mais la norme, c'était l'échec. Donc, ces principes-là, on les a pris, je les ai pris et j'ai développé un modèle de gestion, la gestion orientée objet.
Et c'est ça, mon entreprise. C'est le fondement de mon entreprise, c'est ce modèle de gestion-là. Et le Goom Tool, notre produit, c'est le résultat de ça. C'est un produit logiciel qui permet de gérer une organisation par objet. C'est toujours, quand on parle de logiciel, c'est toujours difficile de comprendre. Tu sais, tu parles de gestion orientée objet. Moi, présentement, je suis convaincue que les personnes qui nous écoutent, qui ont des points d'interrogation au-dessus de la tête, moi, j'en avais jusqu'à ce que je sois allée te rencontrer. Alors, moi, je vais te dire qu'est-ce que j'ai retenu de fantastique de ta présentation, puis après ça, on continuera un peu plus. Mais moi, ce que j'ai retenu, moi, je suis la directrice de l'APICA. Je suis seule au bureau. J'ai un conseil d'administration, mais je n'ai pas d'employé avec moi. Le jour où je suis allée voir la présentation pour ta solution, c'était comme s'il y avait un ange qui tombait du ciel. Pas tombait, mais qui venait atterrir à côté de moi. C'est comme une solution qui fait en sorte que je suis capable de faire la gestion organisée de l'organisme que je dirige sans nécessairement avoir besoin d'autres personnes avec moi. Effectivement. Puis ça, j'en ai été renversée de ça. Bien, en fait, là, le Goom Tool, c'est un outil qui est organique. OK? On peut commencer à répondre à un besoin logiciel à quelque part dans notre organisation. Après ça, on peut y greffer d'autres choses dans l'organisation. Et il est évolutif. Fait que ce quelque part-là, on est capable de le faire évoluer pour répondre à des besoins logiciels. Souvent, là, les organisations vont le faire, ça, du développement organique de leur système d'information. OK? En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un fichier Excel, ils vont ouvrir le fichier Excel, ils vont créer des lignes, des colonnes, puis ils vont commencer à rentrer de l'information. Ce qu'ils sont en train de faire, en fait, là, c'est de créer une liste d'objets. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et on va créer des objets à gérer dans l'ensemble de notre organisation au quotidien. L'idée, là, c'est que ces objets-là, on puisse les gérer dans un seul logiciel. C'est ça, le Goom Tool. Le Goom Tool permet de gérer le contenu de vos fichiers Excel, vos communications de courriel, le contenu de votre prospection, de vos clients, de vos contacts, votre gestion de bâtiment, votre incorporation, tout ce qui est lié à l'incorporation pour les entreprises, c'est quand même pas mal important. De la gestion de tâches quotidiennes, peu importe. On est capable de traiter ça comme des objets et les mettre dans cet outil logiciel-là. Donc, l'entrepreneur qui veut développer, l'entrepreneur qui veut se développer, qui veut gérer son entreprise dans une direction, va être capable d'y aller. Alors que les systèmes actuels qui nous sont offerts sur le marché ne nous permettent pas d'aller dans une direction parce qu'on est pris que nos décisions stratégiques, bien, le TI ne suit pas. Nos logiciels ne suivent pas pour appuyer nos décisions stratégiques. Ils viennent désuets. Ils viennent désuets. Puis on n'a pas de flexibilité. Là, l'idée, c'est que l'APICA pourrait décider, bien, hier, je fonctionnais d'une façon A, demain, ou la semaine prochaine maximum, je veux fonctionner d'une façon B, et je vais être en mesure de transitionner vers ça avec quelques modifications à mon logiciel. C'est ça, c'est l'adaptation continue. C'est ça, le Goom Tool. Bien, c'est très puissant. C'est très Moi, puissant. le jour où tu m'as dit que je pourrais faire mon communiqué, mon ordre du jour, puis qu'à la fin de ma réunion, j'aurais mon procès-verbal de tout rédiger et prêt à envoyer, tu m'as vendu ta solution parce que c'est le nerf de la guerre. Moi, c'était ça, mon besoin. Pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose, mais c'est d'être capable d'automatiser certaines tâches qui demandent parfois beaucoup trop de temps à réaliser ou puis qu'on met de côté parce que justement, ça prend trop de temps. Puis d'arriver, puis en l'espace de la même journée, tout est déjà réglé, puis tout est déjà mis en place. Effectivement. Beaucoup de gens parlent de transformation numérique. Pourquoi? Parce que les gouvernements, en fait, ont toutes sortes de programmes pour la transformation numérique. Mais on n'est pas capable, dans les faits, de la mettre en place facilement, cette transformation numérique-là. C'est toujours un casse-tête. On nous propose, il y a des experts qui nous proposent une suite de solutions de 5, 6, 7 logiciels pour gérer les RH, les feuilles de temps, les opérations, l'inventaire, l'informatique, etc. Et on n'arrive pas à opérer cette transformation numérique-là. Mais les solutions sur le marché ne permettent pas de le faire.
Nous, notre solution permet de le faire. Et là, la grosse différence, en fait. La transformation numérique, là, on peut la faire avec le GOOM Tool selon nos propres besoins, pas selon ce que les logiciels nous disent comment fonctionner. Bien, Jean-Sébastien, merci beaucoup. Moi, j'invite les gens à te contacter, Oui. puis d'avoir une démonstration de ce que ça fait, parce que c'est vraiment la seule façon qu'on peut comprendre à quel point c'est efficace, solide et bien développé. Mais Puis c'est fait surtout, ici, à Elmer, c'est fait ici à Elmer, par un gars d'ici, à Elmer, effectivement. qui est un membre de l'APICA. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. On est ouvert à faire des présentations à tous ceux qui voudront comprendre ce qu'on fait et surtout découvrir comment l'information peut être gérée dans le futur. Bien, je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci à toi. Vous êtes une PME? Vous avez des employés? Vous êtes chef d'entreprise et vous portez plusieurs chapeaux? Saviez-vous que les ressources humaines jouent un rôle essentiel dans votre succès? Mon nom est Aline Ayoub et je suis chef de direction de la firme conseil Ayoub Ressources humaines. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 secrets qui vous aideront pour une saine gestion de vos ressources humaines. Secret numéro 1, la fidélisation de vos employés. Pour lutter efficacement contre le roulement des employés, un défi coûteux et énergivore, vous serez appelé à doubler d'originalité quant aux avantages et aux commodités offerts à vos équipes. Pourquoi? Parce que fidéliser vos employés n'est pas uniquement une question de salaire. Vous devrez miser sur ce qui vous démarque des grandes entreprises pour mettre en valeur votre marque employeur. Des aspects essentiels tels la reconnaissance, l'autonomie, la flexibilité, les mesures d'intégration travail-vie personnelle et surtout une approche de gestion guidée par le dialogue, l'écoute et la convivialité sont des ingrédients essentiels au succès de vos équipes. En créant un environnement de travail positif où vos employés se sentent valorisés et appréciés et où ils peuvent se développer professionnellement et personnellement, ils vous seront plus fidèles et resteront plus longtemps avec vous. Saviez-vous que 50% des salariés consultent les avis sur les entreprises en ligne avant de postuler à un nouvel emploi? Et ils éviteront certainement votre entreprise s'ils remarquent de mauvaises critiques de la part de vos anciens employés. Garder les employés motivés et engagés est essentiel pour éviter le roulement du personnel et maintenir la continuité de vos opérations. Les ressources humaines peuvent mettre en place des politiques de rémunération et de reconnaissance, ainsi que des programmes de bien-être des employés. Secret numéro 2, la formation et le développement de vos employés. Saviez-vous que vous êtes aussi responsable de la formation et du développement de vos employés? La pénurie de main-d'œuvre pousse les PME à surmonter leurs réserves en matière de formation des employés. Réserve particulièrement due à la peur de perdre les employés aussitôt formés. Le fait que plus de 80% des PME au Québec estiment que la formation est un investissement important pour leur entreprise et qu'elle a un effet positif sur leur productivité, remarque la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, démontre davantage l'importance que les PME accordent à la formation de leurs employés. Le cycle de développement de vos employés est quand même simple. D'abord, vous devez effectuer un diagnostic, c'est-à-dire identifier les compétences à développer. Ensuite, planifier et développer les programmes de formation afin de pallier au manque de compétences. Puis, diffuser les programmes. Et finalement, évaluer les résultats et faire des suivis. La formation de vos employés est un outil stratégique pour améliorer les résultats de votre entreprise
en mettant en œuvre des programmes de formation interne qui favorisent la croissance et la fidélisation de vos employés. Secret numéro 3, créer un milieu de travail attractif. Avez-vous une culture d'entreprise? Avez-vous identifié vos valeurs et votre mission? Les avez-vous communiquées à vos employés? La relation et le maintien d'une culture d'entreprise positive jouent un rôle clé à renforcer l'identité de votre entreprise, à favoriser la collaboration et à améliorer la satisfaction de vos employés. Aujourd'hui, développer un climat de confiance est important, puisque toute information que vous communiquez à vos employés peut être vérifiée. Créer un milieu de travail inspirant passe par vos valeurs, croyances et expériences qui donneront le ton à vos comportements, favoriseront le travail d'équipe et influenceront les comportements et les habitudes que vous souhaitez pour votre entreprise. Nous venons de partager avec vous 3 secrets qui vous aideront pour une saine gestion de vos ressources humaines. Secret numéro 1, fidéliser vos employés. Secret numéro 2, investir sur la formation, le développement de vos équipes. Secret numéro 3, créer un milieu de travail positif. Une gestion efficace des ressources humaines peut faire la différence entre le succès et l'échec de votre entreprise. Pourquoi passeriez-vous votre temps sur la mise en place de ces secrets maintenant dévoilés, au lieu de prendre soin de la croissance de votre entreprise? N'est-ce pas ce que vous avez fait le mieux? N'attendez pas une situation de crise ou un conflit juridique avant de faire appel à un ou une consultante ressources humaines. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, Katia. Bonjour. Alors, Katia, c'est la première fois qu'on fait ça. Oui. Je t'ai invité, j'ai invité l'association que tu représentes, qui est le RGA. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire, RGA? Je le cherche à chaque fois. Alors, le RGA, c'est l'acronyme pour le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Donc, c'est le regroupement des gens d'affaires francophones. Alors, j'ai invité le RGA à s'associer avec nous le temps d'une soirée, avec le journal Le Droit, pour qu'on fasse un événement de réseautage qui permettrait à toutes nos associations d'en bénéficier et de peut-être continuer à travailler ensemble dans le futur. Alors, Katia, tu es la nouvelle directrice générale. Alors, parle-nous de tes fonctions, de tes défis, de la mission du RGA. Je t'écoute. Alors, premièrement, merci pour l'invitation. Moi, je suis une fille de collaboration et j'ai découvert aujourd'hui en te parlant que c'est la même chose, donc on va très, très bien s'entendre. Et je pense que c'est les premières d'une très, très belle collaboration. Alors, la mission du RGA, c'est vraiment de représenter les entrepreneurs, les gens d'affaires francophones de la capitale nationale. Donc, on parle aussi bien des Franco-Ontariens que des Québécois, donc des deux rives en Outaouais, francophone et ontarien. Ça, tu vois, je l'ignorais. Je pensais que vous étiez vraiment concentré du côté plus Ottawa. Et je suis très heureuse d'apprendre que vous touchez vraiment aux deux côtés de la rivière. Oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs québécois qui sont membres du RGA comme des entrepreneurs franco-ontariens. Donc, c'est, je vous dirais, la particularité du RGA. Parce que bien souvent, on a des chambres de commerce ou des regroupements d'entrepreneurs qui sont chacune dans leur province. Mais le RGA a vraiment la mission de représenter les gens d'affaires francophones, que ce soit au Québec ou en Ontario. Oui. C'est très bien. Alors, parle-moi de ton mandat, de ton nouveau mandat, parce que, premièrement, quand as-tu débuté? Bien, ça a été annoncé mi-septembre. Donc, je suis la nouvelle directrice générale du RGA. Donc, c'est ça, je mets en œuvre la mission et la vision du RGA. Peux-tu nous parler un petit peu dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça fait une directrice générale? Une directrice générale, ça fait tout. Il faut qu'on soit bonne dans tout. Mais particulièrement, moi, mon rôle, ce que je veux vraiment faire, c'est d'être à l'écoute
des membres, donc des entrepreneurs, et aussi de les rencontrer. Donc, je me suis vraiment donné comme mission, parce que, comme tu le sais, on a un gala annuel au mois de mai. Donc, je me suis donné comme mission de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, si pas tous les membres du RGA, avant notre gala. Je veux que ce soit des retrouvailles. Donc, je suis une fille de terrain, j'aime beaucoup discuter, jaser. Et je dis tout le temps que pour représenter les membres, il faut bien les connaître. Donc, il faut discuter et être à l'écoute de leurs défis. Puis, est-ce que vous faites, je sais que vous faites du réseautage puis tout ça, mais est-ce que vous faites aussi des actions directes pour aider vos membres? De quelle manière vous travaillez avec vos membres? Donc, on a un événement qui met de l'avant l'entrepreneuriat féminin. Donc, on les invite à parler de leur quotidien. Cette année particulièrement, on va exploiter 2 sous-thématiques. Donc, la cybersécurité, la technologie. Donc, c'est un événement qui va avoir lieu en janvier, le 31 janvier. Et aussi la production télévisuelle. Donc, c'est vraiment deux secteurs d'activité qu'on voit peut-être un peu moins les femmes. Et aussi, ceux qui sont en télévision, là, il y en a beaucoup, c'est des entrepreneurs, puis on oublie souvent, c'est des travailleurs autonomes. Donc, je pense qu'on doit les représenter aussi. Donc, c'est comme une bonne façon de leur donner comme une vitrine pour discuter de leur quotidien. Puis, on a aussi, le gala, donc on veut aussi mettre de l'avant les gens qui excellent dans leur domaine, puis permettre à tous ces gens-là de résoudre. Puis, vous, quelle sorte de relation avez-vous avec la Ville d'Ottawa, disons, vraiment la municipalité? Oui. Bien, je vous dirais que depuis, je viens d'arriver. Donc, moi, j'ai connu seulement le maire en fonction de le maire Sutcliffe. C'est un maire qui est francophile, amoureux de la langue française. Il le parle très, très, très bien. Donc, on a une très, très bonne relation avec le maire. Donc, je pense que ça va être un très, très beau partenariat le temps qu'il est à la mairie. À la mairie. Oui. Bien, Katia, merci beaucoup. Puis on se jase, hein? C'est sûr qu'on reste en contact, puis on continue à faire des activités ensemble. Merci à toi. Oui, merci.